Faux. Voici ma sœur Diane et moi-même Lorraine. Nous avons dénoncé les mauvais traitements que ma sœur Danielle a vécu à Saint-Charles-Borromée. Là, notre sœur était déprimée, suicidaire. On allait la rencontrer, elle nous disait « S'il vous plaît, rendez-moi service, tuez-moi ». Le 24 novembre 2003, le quotidien La Presse dévoile au grand jour les agressions subies par une résidente lourdement handicapée du centre hospitalier Saint-Charles-Borromée de Montréal. Des enregistrements clandestins réalisés par les deux sœurs de la victime révèlent qu'à de nombreuses reprises, plusieurs employés ont proféré des obscénités et des menaces à son endroit. Laquelle tu veux? Dépêche-toi ce matin. C'est celle que tu mets. C'est en 1999 que la situation commence à se dégrader. La victime, Danielle, était alors âgée de 45 ans. Quand ils ont structuré l'hôpital, ils ont changé, ils ont tout fait des rénovations. Puis à un moment donné, elle a changé d'étage puis de personnel. Puis c'est là que ça a commencé, à mal aller. J'arrivais sur l'étage, puis elle était dans sa chambre, les portes fermées. Il y avait ses roues étaient barrées, la porte était fermée, les lumières, la télévision, puis elle était dans le noir, puis elle avait tous les yeux boursouflés rouges. Elle était de plus en plus anxieuse, elle avait des peurs, on ne la reconnaissait plus, là. Le centre hospitalier Saint-Charles-Borromée, situé sur le boulevard René-Lévesque, au centre-ville de Montréal, accueille plus de 200 patients en lourde perte d'autonomie. À Saint-Charles, on dit que c'est une clientèle qui est jeune. Le moyen d'âge est environ de la cinquantaine. Donc, ça veut dire qu'il y a de jeunes adultes là, de 25, 30, 35 ans. Donc, une clientèle jeune, donc une espérance de vie beaucoup plus longue. Donc, on peut penser aussi que ces gens-là peuvent vivre à Saint-Charles depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils vont vivre là encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Alors que la moyenne de vie dans les soins de longue durée, c'est qu'on considère qu'à tous les 3 ans, la clientèle se renouvelle complètement. Danielle a eu un accident à l'âge de 18 ans. Elle traversait la rue, puis elle s'est fait frapper par une automobile. Et puis, elle était 6 mois dans le coma, puis elle était atteinte d'un traumatisme crânien grave. Puis, elle est depuis Saint-Charles-de-Borromée depuis 1993. Elle est dépendante de tout, là, au point de vue même de prendre un verre d'eau. Elle ne peut pas prendre un verre d'eau toute seule, elle ne peut pas prendre une cigarette toute seule, elle ne peut pas rien faire toute seule. Le côté gauche complètement paralysé. Déterminées à ce que leur sœur Danielle reçoive les soins qu'exige son état, Diane et Lorraine n'hésitent pas à porter plainte contre le personnel infirmier. Bien, on faisait plainte à plusieurs reprises pour toutes sortes de choses, là. Mais on n'était pas entendus. Là. Les plaintes, ça se réglait jamais. Puis quand on faisait une plainte contre quelqu'un, exemple, j'ai fait une plainte contre une infirmière, mais l'infirmière ne nous adressait plus la parole, elle servirait contre nous autres, puis elle ne nous parlait plus. Fait que c'était épouvantable. Tu voulais savoir l'état de ta sœur, comment elle allait, parce qu'elle était ses antidépresseurs, puis tu voulais savoir comment était sa journée, comment ça allait, bien, elle se tournait de bord, puis elle ne me répondait pas. Après de vaines démarches auprès de l'infirmière, puis de l'infirmière en chef, Lorraine et Diane parviennent à rencontrer le directeur du centre hospitalier Saint-Charles-Borromée, Léon Lafleur, mais sans plus de résultats. On sentait toujours que la direction protégeait tout le temps les employés. Il n'y avait rien à faire. C'est comme si ma sœur avait eu une étiquette, puis que c'était elle le problème. Mais si tu savais comment la prendre, puis tu enlèves l'anxiété, ça diminuait, puis c'était bon pour elle, puis c'était bon pour le personnel. Mais c'était un manque de compréhension. Entre-temps, la situation continue de se dégrader pour Danielle. Puis c'est par après qu'elle a commencé à me dire qu'elle avait un secret
à me dire, puis qu'elle couchait avec quelqu'un, puis qu'elle pouvait pas parler, parce que si elle parlait, il était pour perdre son travail, fait qu'elle pouvait pas parler. On voulait cibler c'était qui, trouver la personne, faire le tour. Très inquiète, Lorraine et Diane décident alors de recourir aux grands moyens pour découvrir la vérité. Comme on avait fait plusieurs plaintes écrites, verbales, on avait fait tout le tour du centre et qu'on n'était pas entendu, on se disait, est-ce qu'ils vont nous croire que notre sœur nous dit qu'elle est abusée? On doutait de ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, notre sœur était déprimée, suicidaire. On allait la rencontrer, elle nous disait, s'il vous plaît, rendez-moi service, tuez-moi. Puis en passant, on a réuni la famille, puis on a décidé d'enregistrer, d'aller trouver qu'est-ce qui se passe, puis qui. Durant 14 jours, le magnétophone enregistrera, à l'insu de tous, 90 heures d'échanges entre les aides-soignants et Daniel. Quand on a fait l'écoute des enregistrements, au début, c'était bien. Il y avait un préposé qui venait la coucher, puis il était vraiment, vraiment gentil, le préposé. Puis, mon Dieu, c'était rassurant. Mais quand on a continué à écouter les cassettes, puis qu'on a eu terminé, là, ça n'avait pas de bon sens. Ce qu'on entendait, là, ça n'avait pas de bon sens. Ça nous a bouleversés. Je t'entends crier dans le monde. Attends, tu viens, là, je te ramène ici, puis je te repose pour la journée. C'est ça, c'est clair? Je dis, bon, je veux plus t'entendre. Plus un mot, plus autre chose. Malheureusement, rien dans ces enregistrements ne viendra confirmer hors de tout doute l'existence d'un agresseur sexuel. Ils vont par contre démontrer de façon irréfutable les mauvais traitements dont Daniel est victime. C'était des menaces à répétition, puis c'était toujours elle le problème. Il oubliait toujours de dire ce qu'il venait d'y faire avant eux autres, là. Il y en avait qui étaient corrects, ceux-là, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas là pour parler de ceux qui agissent comme il faut. On parle de ceux qui l'agressaient, justement. Un autre exemple, il décide de changer de couche. Elle avait une couche de prévention, elle est capable de se retenir pour aller aux toilettes. Mais sa couche était mouillée. Fait que là, il la met sur le lit, elle demande de changer, d'avoir la bassine. La fille a dit, mais urine dans ta couche. Mais elle dit, elle est mouillée. Elle dit, c'est ça, urine dedans. Elle voulait avoir la bassine, elle n'a pas voulu lui donner. Elle demandait de fermer la porte. La fille a dit, j'ai pas de pas à faire pour toi. Pendant qu'elle était à sa toilette. C'était de tout qu'il y avait là-dedans. Il y en a tellement là, que je peux pas toutes les compter, mais il y en avait beaucoup. Tu vas te faire masser, bébé. Bébé, on va pas te faire. C'est de même. Voyons. C'est comme ça. Comment ça se fait qu'il y avait autant de monde, peut-être au total 8 à 10 personnes là, qui étaient vraiment sur 90 heures, là, que ça venait nous déranger, mais pas à peu près, nous bouleverser. Puis on se disait, comment se fait-il qu'il y a autant de gens que ça? Pourquoi? C'est quoi le but? Qu'est-ce que ça donnait? Fait que c'est sûr qu'on ne comprenait pas. C'était vraiment là, l'incompréhension. Là. On ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi on peut en arriver jusque-là face à une personne qui est complètement diminuée, qui ne peut rien faire sans leur aide? Là? Pourquoi en rajouter sur le sort qu'elle a déjà? Là? Puis c'est sûr qu'à quelque part, on a eu beaucoup de colère, là, c'est évident, là, parce que c'est venu nous chercher, là. Ça, c'est sûr. C'est avec douleur que Diane et Lorraine prendront connaissance des propos obscènes tenus par les deux préposés. Ils ont continué à l'attiser puis dire « Ah, il y a un homme qui se masturbe, regarde-le, un vieux cochon dans la fenêtre, etc. » Puis bon, notre sœur, c'est sûr qu'elle a dit arrêter, elle crie. Il jouait son pénis dans 54, un cochon, à l'espèce de juste. Son galop. Oh, cochon,
Fait que c'est sûr qu'on a compris après pourquoi que quand on venait la changer ici, parce qu'elle sort occasionnellement pour venir nous voir, que là, elle arrêtait pas de nous dire « fermez les rideaux, il y a quelqu'un ». On n'avait jamais compris ça. Comme quand vous dites à un enfant qu'il y a un monstre en dessous de son lit, elle y croyait vraiment. Même si tu dis être au 5e étage, elle y croyait. Ayant désormais la preuve que leur sœur est victime d'actes totalement inacceptables, Diane et Lorraine retournent voir Léon Lafleur, le directeur du centre, pour lui faire entendre les enregistrements. Ce qu'il nous a dit, c'est que notre sœur, elle était dérangeante. C'est la seule phrase qu'on a eue pour nous aider à nous remonter le moral un peu, là, disons. Fait qu'on est sorti de là un petit peu à l'envers, sentant que peu importe ce qu'on faisait, ce qu'on disait, il n'y avait pas de protection. Diane et sa sœur Lorraine entament aussitôt des démarches pour faire transférer Daniel dans un autre établissement, ce qui ne se fera pas avant 2 mois. Pendant ce temps, les choses vont empirer pour Daniel. C'est sûr que par la suite, notre sœur, c'est sûr qu'elle a subi les conséquences, là. Sa chambre, elle a été fouillée. Les meubles ont été déplacés, probablement qu'ils cherchaient les enregistrements. Son air climatisé, il faisait très, très chaud, ne fonctionnait plus. Elle avait très peur. C'est sûr qu'elle a été questionnée parce qu'elle n'arrêtait pas de nous dire il y a des caméras, on nous enregistre, puis elle était vraiment là, paniquée. C'est des vêtements que j'ai trouvés dans sa chambre en arrivant un soir, que la semaine d'avant, il n'y avait aucun trou dans ses vêtements. Ça, c'est la suite que quand on avait dénoncé, bien, ça fait partie des menaces qu'on lui faisait. Pour éviter que la situation ne se dégrade davantage, Diane et Lorraine vont faire en sorte que Daniel ne soit jamais seul. Elle avait de la visite 7 jours par semaine, tous les jours pendant 2 mois, pour être sûre qu'on soit toujours présent pour elle là, le temps qu'on la sorte de là. Le 22 août 2003, Daniel peut enfin quitter le centre hospitalier Saint-Charles-Borromée pour un autre établissement. C'est sûr qu'un coup, notre sœur en sécurité, sortie de là, nous, ça nous a beaucoup tourmentés. On s'est dit, bon, notre sœur a vécu ça, il y a d'autres gens qui sûrement le vivent. Donc, pour nous, là, c'était contre nos valeurs d'accepter ça. C'est qu'on se disait, il y a des gens qui sont toutes seuls, qui sont abandonnés par leur famille, puis sûrement ils vivent ça. Enfin, on s'est dit, on peut pas laisser ça. On peut pas laisser passer ça. C'est une injustice pour nous. Il fallait dénoncer ça. 2 mois plus tard, l'occasion de rendre publique l'histoire de Daniel se présente enfin. La presse publie une série de reportages portant sur les conditions de vie des personnes en perte d'autonomie. Bien, moi, j'avais lu les articles du journaliste d'enquête André Noël dans la presse qui, justement, décrivait des situations, entre autres, qu'on retrouvait dans le cas de notre sœur. Et on l'a contacté. Pendant l'été 2003, j'ai fait une grande enquête sur la situation des personnes en hébergement, CHSLD ou dans les résidences privées. Puis j'ai publié ça à l'automne 2003. Et les sœurs de Daniel ont lu cet article-là. Et on dit oui, effectivement, ce que je dénonçais, ils l'avaient vécu. Et sont entrés en contact avec moi. On a essayé de faire bouger les choses à Saint-Charles-Borromée. Ça n'a pas fonctionné. On est obligé d'enregistrer à l'insu du personnel ce qui se passait dans la chambre de Daniel. Et on est prêt à vous faire entendre ces enregistrements. Alors c'est de cette façon-là que je suis rentré en contact avec elle. En décidant d'enquêter sur le cas de Daniel, le journaliste André Noël était loin de se douter de l'ampleur du problème qu'il allait découvrir à la résidence Saint-Charles-Borromée. Rêver mieux sa vie. Vous avez investi dans le bon temps avec la famille et les amis. Vous avez investi dans l'éducation de vos enfants. Vous avez investi pour les générations futures. Et vous l'avez fait avec TD Waterhouse. Parce que vous savez qu'investir dans la vie est si profitable. Que vous vouliez investir par vous-même, obtenir du soutien ou que nous investissions pour vous, nous pouvons vous aider. TD Waterhouse,
la richesse de l'expérience. Place au goût avec le saut joyeux régal de PFK. Du poulet popcorn, des méga bâtonnets et du poulet préparé selon la recette originale. Les enfants en raffolent. Après tout, ce sont eux les experts chez PFK. PFK, place au goût. Une dramatisation de la technologie de suspension avec système actif d'amortissement d'Acura. Proposé avec le tout nouveau Acura MDX. Une suspension sportive. Loin devant. Toutes les barres Mars fabriquées au Canada sont maintenant sans arachide, pour que plus de monde puisse savourer une Mars. Il paraît qu'une truite au Saint-Paulin, ça se dit pas comme c'est bon. Ça nous prend une truite. Il y a une rumeur qui court. Les fromages d'ici, c'est tout le temps bon. Il paraît que des escalopes de veau au camembert d'ici, c'est fameux. Ça a l'air bon, ça. Il y a une rumeur qui court. Les fromages d'ici, c'est tout le temps bon. Un autre jour, un autre tour, une autre fois, par d'autres voies, une autre ville, un autre style, une autre gloire autour de moi, une autre porte, une autre clé, une autre sorte de beauté, un autre cœur, une autre peur, une autre part de vérité. Tout est fait sans pareil. Pour une durée limitée chez Grey chez Scaf, achetez une paire de lunettes de votre choix et obtenez-en une deuxième en prime. Détails et conditions en magasin. À Biographie ce soir, un journaliste aimé du public, un justicier des ondes capable d'affronter les motards et les fraudeurs, mais qui cachait un être fragile, Gaétan Giroir. Nous autres, on était des bébites à cul, puis des bébites à rapporter de l'argent. On avait tellement peur de lui, là, on était obligé de faire ce qu'il nous disait de faire. Avez-vous des regrets, des revanches, monsieur Lacombe? Victime, violence et inceste, la semaine prochaine. Après avoir déposé en vain de nombreuses plaintes auprès de la direction du centre hospitalier Saint-Charles-Borromée, les deux sœurs d'une patiente lourdement handicapée ont décidé de confier au journaliste André Noël des enregistrements clandestins accablants pour l'institution. Effectivement, je suis allé chez elle et j'ai écouté les enregistrements. C'était extrêmement choquant. Tu vas te faire masser, bébé. C'est extrêmement dur d'entendre une personne qui a absolument aucun moyen de se défendre, qui est totalement vulnérable, qui, en plus, à cause du traumatisme crânien que cette personne a subi, est une personne psychologiquement très fragile et qui subit de la violence psychologique grave. Toute cette expérience a été extrêmement pénible. En fait, a été extrêmement chargée d'émotions. Je n'ai jamais travaillé sur un dossier aussi émotif que celui-là, du début à la fin, même si bien qu'à un moment donné, j'ai pris un petit peu mes distances parce que c'était psychologiquement trop dur. Convaincu de la nécessité de dénoncer la situation vécue par Daniel, André Noël cherche également un moyen de rendre public des extraits des enregistrements. Et le ton de voix est extrêmement important là-dessus. Alors, c'est pour ça que je suis rentré en contact avec la radio de Radio-Canada qui m'a mis en contact avec un collègue, Danny Brown. Le 19 novembre 2003, 5 jours avant la publication prévue de leur reportage, André Noël et Danny Brown rencontrent Léon Lafleur pour qu'il commente les propos entendus sur les enregistrements.
Si je résume l'attitude que la direction avait, c'est que cette personne-là était une patiente à problème, qu'elle avait un comportement problématique, et donc c'était difficile de travailler avec elle, et donc c'est un peu normal, finalement, que des employés avaient une difficulté de communication avec elle. Ça fonctionne pas, là. Je veux dire, c'est une personne qui a eu un traumatisme crânien grave, qui est dans une situation de vulnérabilité totale. Je veux dire, c'est complètement non professionnel que de lui mettre une partie du blâme sur ses épaules, d'autant plus que quand on écoute les enregistrements, cette personne-là n'a absolument rien à se blâmer, là. Concernant l'incident du maniaque sexuel à la fenêtre, Léon Lafleur soutient que les préposés voulaient simplement plaisanter avec Danielle. Ils s'amusaient méchamment et incorrectement, mais eux, ils s'amusaient avec elle. Léon Lafleur affirme également que les préposés fautifs ont déjà été suspendus. M. Lafleur m'avait dit qu'il les avait suspendus pour 3 jours. C'était faux. Il a attendu pendant plusieurs mois. Et ces personnes n'ont pas été suspendues pendant 3 jours. Elles ont été suspendues pendant 2 jours. Il y a une personne là-dedans qui avait déjà un dossier disciplinaire. Le 24 novembre 2003, les reportages dans la presse et à la radio de Radio-Canada ont l'effet d'une bombe. La famille a placé une enregistreuse dans la chambre de leur sœur au printemps dernier parce qu'ils soupçonnaient qu'elle était victime de mauvais traitements. Ça a eu un impact énorme. Ça a été, en fait, je pense que les gens étaient totalement scandalisés. Le ministre de la Santé, Philippe Couillard, profondément troublé par la situation, prend aussitôt l'affaire en main. D'abord, nos excuses à cette personne-là de la part de l'ensemble du réseau de la santé, à sa famille également, mais également un petit merci d'avoir mis ça en évidence. Je pense que pour eux, c'était pas facile nécessairement de publier cet événement-là, mais leur action va permettre à l'ensemble du réseau de se questionner encore plus sur la qualité des services offerts dans les hôpitaux de soins prolongés, et ça, je pense qu'on peut l'accueillir avec esprit positif. Le ministre Philippe Couillard a réagi. Il a bien réagi. Je suppose que, considérant l'état diminué de la personne, ils se sont dit que c'était quelque chose qui était acceptable. Pour moi, ça ne l'est pas. Plutôt que de se solidariser de façon administrative avec la direction de Saint-Charles-Borromée, il a dit qu'il trouvait inacceptable les justifications qui avaient été présentées par M. Lafleur. Le ministre de la Santé ordonne alors une enquête sur le centre hospitalier Saint-Charles-Borromée. Les gens du ministère vont aller sur place immédiatement enquêter dans l'établissement, voir s'il y a d'autres mesures plus énergiques à prendre, et on le verra au cours des prochaines semaines. De leur côté, les 2 sœurs de Danielle décident le même jour d'intenter une poursuite contre la résidence. Quand on arrive avec un système qui est le gouvernement, on se dit, on se sent pas gros. Hein? C'est sûr, parce que c'est une grosse machine, le gouvernement. C'est un système de santé qui est énorme. Et là, on se disait, faut aller chercher un homme de confiance. Et on le retrouvait dans Maître Ménard. C'est quand il dit que c'était juste pour faire des farces que les employés parlaient d'histoires de maniaque sexuelle avec la patiente, que c'est pour avoir du fun avec elle, c'était pour lui donner du plaisir. Je pense que ça révèle une inconscience qui absolument qui dépasse ce qu'on peut imaginer de la part d'un directeur d'hôpital. Pour nous, il nous apparaissait évident que ça disqualifiait, quant à nous, le directeur, M. Lafleur, de continuer à gérer cette boîte-là, parce que c'était évident qu'il ne gérait pas la boîte en fonction de l'intérêt des résidents, mais plus avec des considérations de paix syndicale qu'autre chose. Ma sœur, elle a pleuré quand le ministre Couillard s'est excusé. Mais moi, je pense que c'est bien des excuses, mais on veut plus que des excuses. Diane et Lorraine, par l'entremise de leur avocat, réclament alors la mise en tutelle de l'institution et le congédiement de Léon Lafleur, son directeur général. Pour nous, la mise en tutelle, ce que ça voulait dire, ça voulait dire que le ministre suspendait les pouvoirs du conseil d'administration, désignait un tuteur qui s'occuperait effectivement de corriger les choses et de réinstaurer un minimum de qualité de soins, de crédibilité dans cette organisation-là. De son côté, Silvio Robinson, le porte-parole du syndicat des employés, affirme que cet incident n'est qu'un acte isolé qui ne reflète pas le vrai portrait de la situation. Il rappelle que les suspensions de quelques jours imposées aux préposés impliqués ont été des sanctions amplement suffisantes. Le directeur général, lorsqu'il les a rencontrés, a conclu que ces personnes-là, aussi inacceptables, inexcusables que puissent être leurs gestes, que ces gens-là, dans leur esprit, quand ils ont fait ça, n'avaient pas l'intention
de brimer qui que ce soit. Pour l'avocat Jean-Pierre Ménard, ces sanctions totalement inadéquates démontrent au contraire le laxisme dont fait preuve la direction de l'établissement. Et nous, on a toujours dit que Saint-Charles-Borromée, c'était pas des événements isolés, c'est qu'il y avait une culture d'organisation qui fermait les yeux sur certaines pratiques inacceptables, qui tolérait une certaine violence, qui traduisait pas vraiment le respect de la clientèle. Le cas de Daniel est loin d'être un cas isolé. Hélène Rumac, porte-parole de l'organisme Handicap, Vie, Dignité, collige depuis des années les dossiers de patients maltraités au centre hospitalier Saint-Charles-Borromée. En faisant la recherche, on a découvert qu'en 72, la journaliste Claire Dutrissac avait fait un peu la même chose qu'à la presse, qu'André Noël avait dénoncé les situations qui se vivaient à Saint-Charles-Borromée. Mais finalement, c'est la continuité de négligence et mauvais traitements et mauvaise organisation et tout ça qui se perpétue dans ce centre-là. Pour la porte-parole de Handicap, Vie, Dignité, les mauvais traitements touchent surtout les résidents les plus lourdement handicapés. Nous, Handicap, Vie, Dignité, c'est la clientèle qui nous interpelle. C'est la clientèle aussi qui est en perte d'autonomie parce qu'ils ont des pertes cognitives. Ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ressentent, même au niveau physique. Alors, à ce moment-là, ceux-là sont vraiment victimes d'abus et de négligence. Or, cette situation est loin d'être nouvelle au centre hospitalier Saint-Charles-Borromée. Dans les années 90, une enquête du ministère de la Santé avait confirmé l'existence de mauvais traitements et donné lieu à un recours collectif. En 1996, la directrice de l'époque avait été congédiée et Léon Lafleur nommé pour la remplacer. Mais la situation ne s'est pas améliorée. Mais ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que la révélation des mauvais traitements subis par Daniel allait bientôt provoquer un terrible drame. Le temps, il file, il fuit, il rythme nos vies, il guérit les blessures, il rapproche les gens, il est précieux, il est argent, il est avenir, il est dès maintenant. Le temps est venu de choisir le plan du groupe Investors. Laissez un de nos conseillers qualifiés vous démontrer comment le plan peut vous aider en tout temps. Le plan du groupe Investors. Il y avait le corps d'une femme qui était inanimée. Elle avait commencé à entretenir une liaison avec le meilleur ami de La Rochelle. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce qui a bien pu mener Pierre La Rochelle à tuer la mère de ses deux enfants? Un tueur si proche, tolérance fatale, ce soir 22h à Canal D. J'ai perdu. Fais-toi-en pas. Je suis de retour. Hey! Avertissement, les fabricants de fragrances Wildcard de Tag vous donnent un petit conseil qui vaut 4 ans. Si vous faites un 2 de pique avec les filles du roi, vous n'aurez pas envie de faire le Joker longtemps. Wildcard, fragrance de Tag. 3 onces et demie de concentré de Vegas en canette. Vous avez été prévenu. Numéro de série WR7629335GB48. Oui, c'est ça. Bon ben, OK, merci. Tout est beau, c'est pas un char volé. C'était juste pour vérifier. La nouvelle Golf City. Son prix peut en surprendre plus d'un. Là, mon grand, on va s'entraîner pour ton permis de conduire. Ça, c'est quoi? Un virage à gauche. C'est bon, ça. Ça, c'est quoi? Un arrêt. Mais non, un virage à droite. Non, ça c'est un arrêt, ça. Non. Partez en sécurité avec les nouveaux pneus d'hiver nordiques de Goodyear. En moyenne, si vous roulez à 60 km/h sur la glace, vous arrêterez 60 pieds à l'avance comparativement aux pneus 4 saisons les plus populaires. Et ils maintiennent leur pouvoir d'adhérence même à moins 35 degrés. La conduite hivernale commence chez Canadian Tire. Ouais, bon prof. C'est le moment de vérité. Pouvez-vous transformer vos cheveux indisciplinés pour obtenir le look que vous voulez? Absolument. Les nouveaux shampoings revitalisants Vive Pro Infusion Style Corps de L'Oréal donnent du volume aux cheveux plats et rendent les cheveux dociles. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science.
Le polymère coiffant supérieur aide à transformer vos cheveux. Il crée une mémoire du style et garde la coiffure intacte. L'aspect, volumineux. La texture, docile. Nouveau Vive Pro Infusion Style et Corps de L'Oréal Paris. Donnez du volume aux cheveux plats, parce que vous le valez bien. Ma mère, c'est la meilleure assistante entraîneur de la Ligue. Et quand elle nous envoie sur la route, elle prend quand même soin de nous. Ça, c'est la nouvelle Chunky emportée de Campbell's. Maintenant dans un bol qui va au micro-ondes. Une soupe consistante, pleine de gros morceaux de viande assaisonnée, de patates et de légumes. Chunky de Campbell's, bien nourri, bien rempli. Est-ce que c'est moi qui rêve ou bien il me semble qu'il fait un petit peu chaud tout à coup? T'es jamais content. Il fait toujours trop chaud, trop froid. Ben, c'est pas de ma faute si j'aime mon confort. Non, mais veux-tu bien me dire pourquoi il change pas ça, ces vieux thermostats-là? Mieux consommer, c'est installer des thermostats électroniques et économiser sur vos frais de chauffage. Recevez en plus jusqu'à 130 $ de remise par la poste. Ça a l'air de quoi un thermostat hydroponique? Électronique, non. Eh ben oui, c'est ça. Renseignez-vous auprès de votre détaillant ou de votre maître électricien. Nous autres, on était des bébites à cul, puis des bébites à rapporter de l'argent. On avait tellement peur de lui, là, on était obligé de faire ce qu'il nous disait de faire. Avez-vous des regrets, des revanches, monsieur Lacombe? Monsieur. Victime, violence et inceste, la semaine prochaine. Après qu'une série de reportages ait révélé les abus physiques et psychologiques subis par une résidente lourdement handicapée du centre hospitalier Saint-Charles-Borromée, les deux sœurs de la victime blâment ouvertement le laxisme de Léon Lafleur, le directeur de l'établissement, et exigent sa démission. Un peu plus de 24 heures après que l'histoire de Daniel ait éclaté au grand jour, la famille de Léon Lafleur contacte la police pour signaler sa disparition. Le lendemain, le corps inerte du directeur général est découvert dans une chambre de l'Hôtel des Seigneurs à Saint-Hyacinthe. L'autopsie révélera que Léon Lafleur, 56 ans, s'est pendu. Pour tout le monde, le suicide de Léon Lafleur est un terrible choc. Nos premières pensées sont des pensées de sympathie, de profonde condoléances à la famille de M. Lafleur. Les sœurs de Daniel accueillent avec beaucoup de tristesse la mort de Léon Lafleur. La dernière chose que mes clientes auraient pu imaginer, c'est un dénouement de cette nature-là. Elles m'ont dit hier en toutes lettres, écoutez, nous, on a fait ça pour aider les autres, pour faire en sorte que ce qui est arrivé à notre sœur n'arrive pas à d'autres. On s'attendait pas à ce qu'il y ait une mort à la suite d'une dénonciation comme ça. On s'attendait pas que t'entends quelqu'un qui meurt. Là. On souhaitait pas ça, notre but n'était pas ça. Je pense que la situation qui a été dénoncée par mes clientes devait être dénoncée. Il ne faut pas que personne cherche à les culpabiliser, ou à culpabiliser tous ceux qui dénonceraient des situations semblables. Suite au décès du directeur général, M. Lafleur, moi, j'ai été très touchée. Mais je pense pas que M. Lafleur s'est donné la mort à cause des difficultés à Saint-Charles. Ça a peut-être été le déclencheur, mais il y avait déjà beaucoup de... Et j'en ai jamais parlé de ça. Mais il y avait déjà beaucoup d'autres problèmes personnels. Je pense qu'on lui a confié un mandat qu'il a pris, par exemple, qui était pour lui devenu un défi, mais qui dépassait ses capacités. Ce qu'on a appris par la suite, c'est que M. Lafleur avait des problèmes de jeu pathologiques. Est un joueur compulsif, donc quelqu'un qui s'endettait. Le simple fait qu'il ait su que son problème de jeu était connu parmi des membres du personnel le plaçait dans une situation de vulnérabilité par rapport à l'autorité qu'il devait exercer dans ses fonctions de directeur. Quelques jours après l'annonce de la mort de Léon Lafleur, le journal Le Devoir publie à titre posthume une lettre qu'il a mise à la poste avant de se suicider. Léon Lafleur a écrit une lettre accusant le ministre, puis accusant le réseau de la santé de ne pas l'avoir soutenu suffisamment et m'accusant, moi, avec d'autres personnes, mais... J'étais essentiellement visé, là, comme journaliste, d'avoir été un peu responsable de son suicide. Ce qui n'a pas aidé, c'est que le premier ministre, Jean Charest, a lui-même dit que les journalistes devaient se poser des questions sur la responsabilité par rapport au suicide de M. Lafleur. Les gens dans les médias auront à s'interroger, oui, sur le traitement qu'on donne toujours à ces événements-là. Inévitablement, je me suis senti visé dans cette affaire-là.
Ce branle-bas médiatique autour de la mort de Léon Lafleur aura comme conséquence de rejeter dans l'ombre les mauvais traitements subis par Daniel. Alors, ce que ça a fait, c'est que pendant un laps de temps, ça a complètement changé les projecteurs. Alors, plutôt que les projecteurs soient braqués sur le cas absolument scandaleux de ce qui était arrivé à cette victime qui a fait l'objet des enregistrements, tous les projecteurs ont été braqués sur le cas de M. Lafleur, sur la responsabilité des médias, sur la responsabilité du ministre. Mais 2 jours plus tard, toute l'affaire est subitement relancée lorsque Hubert Dupont, un autre résident du centre hospitalier Saint-Charles-Borromée, accepte à son tour de faire des révélations. Monsieur Dupont, qui souffre des séquelles d'une méningite, en a gros à dire sur le traitement réservé aux résidents. Nous ne sommes pas allés aux médias parce que nous le voulions, mais que les structures en place ne faisaient rien pour nous protéger. Vous savez, souvent quand on sonne la cloche, même si c'est une fois par semaine, beaucoup d'employés, pas tous comme les autres, quand ils entrent dans la chambre, la réaction c'est « Qu'est-ce que tu veux encore? » Et moi, quand je suis arrivé là, il m'a empêché de marcher. Je suis sûr que s'il m'avait laissé marcher, aujourd'hui je marcherais et je pourrais même travailler. Je n'ai jamais voulu vivre aux dépens, au crochet des gens. Hubert Dupont a joué un rôle dans toute cette histoire-là, dans ce sens que M. Léon Lafleur, le directeur de l'établissement, se suicide. Puis là, les projecteurs sont braqués sur le suicide et sur la responsabilité du suicide et puis sur la responsabilité des médias. M. Dupont arrive et puis dit bon, c'est vrai, là, M. Lafleur, c'est triste, là, mais revenons-en au premier acte, au fait, et il y a une situation. Alors, ça venait ajouter la crédibilité et de la portée aux enregistrements. C'est uniquement un cas, cette histoire de maniaque sexuel qui se masturbe dans la fenêtre, mais il y avait d'autres cas qui étaient au moins aussi graves. De refuser de donner à boire à quelqu'un, je veux dire, moi, je trouve ça, c'est de la cruauté là, totale. Alors, j'avais très soif et j'ai demandé à un préposé qui était dans la chambre. J'ai pas sonné, il était déjà dans la chambre. J'ai dit, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Il m'a dit, bois ta salive. Pas dans un but de revanche non plus, c'est pour réellement faire que la situation s'améliore et que la plupart des gens sachent qu'ils ne sont pas à l'abri de ça. Le témoignage d'Hubert Dupont va permettre à maître Jean-Pierre Ménard d'étoffer son dossier concernant les mauvais traitements subis par les résidents de Saint-Charles-Borromée. Ça a permis d'abord de reprendre, de garder le momentum aussi, puis de créer une pression assez forte. Lors de l'enquête ordonnée par le ministre de la Santé, plusieurs témoignages feront clairement ressortir que les mauvais traitements au centre hospitalier font partie d'une culture d'institution. Par conséquent, si certains préposés sont à blâmer directement, la responsabilité des abus doit également être endossée par leurs collègues et leurs supérieurs. Celui qui est supposé laver la personne puis qui fait un torchage au lieu d'un lavage, c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité, tout à fait. Mais il reste qu'il y a un superviseur là-dedans. Il y a une infirmière cadre, il y a un directeur de personnel, puis finalement, il y a le directeur général qui, lui, doit porter l'imputabilité de tout ça. Alors, le directeur général qui n'a pas intérêt à reconnaître qu'il y a des abus et négligences, ça paraît mal pour un directeur général. Tu descends, tu as le personnel cadre qui, lui, est éloigné de la base, alors qu'il reçoit les rapports de ses coordonnateurs. Puis les coordonnateurs qui font des rapports disent pas pour dire, écoutez, moi, j'arrive pas à contrôler mon personnel, j'arrive pas. Alors, les rapports qu'ils reçoivent sont souvent positifs. Ou, ben non, je peux pas faire plus. Alors là, je ne demande pas de faire plus avec le monde qu'il y a là. Alors, ça devient la faute d'à peu près tout le monde, mais de personne. C'est Charles-Brun considéré comme un lieu terminal, malheureusement. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que vous en sortiez. D'ailleurs, très tôt, un psychologue m'a dit, quand vous sortirez d'ici, vous allez sortir les 2 pieds devant la tête. Très encourageant. Alors finalement, ils sont comme programmés
C'est comme si ils n'étaient pas heureux de voir que vous fassiez du progrès. Ils sont comme programmés à ce que vous alliez là pour mourir et vous allez mourir. À la suite de ces témoignages bouleversants, l'attitude du syndicat des travailleurs du centre hospitalier Saint-Charles-Borromée va être sérieusement remise en question. Nivea pose la question, comment combattez-vous l'apparence des rides? Wie ich schlaf. Быть молодой. Я l'amor! Ilegal. Et que de chipio. Und gut sehen. Nivea visage. Nivea visage. Des millions de femmes partout dans le monde font confiance à Nivea pour minimiser l'apparence des rides. Avec le réducteur de rides Q10 avancé, la gamme anti-rides la plus vendue au monde. Seulement de Nivea visage. Nous croyons que construire une voiture sans fenêtre, sans volant, sans frein ou sans moteur, c'est aussi fou que de construire une voiture sans traction intégrale. Chez Subaru, on ne penserait jamais à en construire une autrement. Bonjour. Un billet pour le vol de 3h20, s'il vous plaît. Vous avez entendu parler de notre offre de billets d'avion gratuit? Bien sûr, j'ai des bagages. L'ouverture d'un compte Scotia 1. C'est ça, un siège côté hublot. Avec un nombre illimité de chèques, virements. Pour le repas à bord. Seulement 9,95 par mois. Je devrais m'acheter un sandwich. Envolez-vous gratuitement vers certaines destinations au Canada et aux États-Unis avec un nouveau compte Scotia 1. Taxes, frais et suppléments de vol en su, certaines conditions s'appliquent. Sympathique, hein, comme aéroport? Vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Banque Scotia. Bon, t'es là, toi. Sais-tu quelle heure il est? Ben, c'est parce que C'est quoi, ça? Ça, mais c'est du rouge à lèvres. Ah ouais. Puis je peux savoir, il vient d'où, le rouge à lèvres? Ah, ben, il vient de chez Jean Coutu. Oh! La couleur est vraiment superbe, hein? Oh, puis il tient bien. Ah oui, je savais que t'aimerais ça. Hello. Ah, ben oui, Karine, ça va? Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de te rappeler. Ah non, mais j'aimerais vraiment ça te parler, là, mais je pense que ça va couper. Non? T'es une super fille, hein? Toujours là? Ah ouais, t'es toujours là. Eh ben moi aussi, je suis content d'entendre ta voix. Vendredi? Ouf, toujours là? Ah, c'est le fun! Ah, ouais. Encore moins d'appels interrompus qu'avant. Sur le réseau le plus clair et net au Québec. À Biographie, ce soir, un journaliste aimé du public, un justicier des ondes capable d'affronter les motards et les fraudeurs, mais qui cachait un être fragile, Gaétan Giroir. Nous autres, on était des bébites à cul, puis des bébites à rapporter de l'argent. On avait tellement peur de lui, là, on était obligé de faire ce qu'il nous disait de faire. Avez-vous des regrets, des revanches, M. Lacombe? Monsieur. Victime, violence et inceste, la semaine prochaine. Les révélations des mauvais traitements subis par Danielle, une résidente du centre hospitalier Saint-Charles-Borromée, a provoqué le suicide de son directeur et braqué les projecteurs sur les pratiques syndicales de l'établissement. Selon certains, le syndicat s'intéresse beaucoup plus au sort et au bien-être de ses membres qu'à celui des résidents. On vous dit que l'effet est dévastateur sur tout le monde, comme une bombe qui tombe quotidiennement sur le dos de tout le monde. C'est infernal. Ici, le syndicat a eu une réaction qui est désolante. Alors, les événements étaient irréfutables. Je veux dire, il y a eu des sévices, il y a eu de la violence verbale et tout ça, et le syndicat a eu comme réaction
arrêtez de nous accuser, vous nous démoralisez, vous allez empirer la situation parce que si vous nous démoralisez, vous allez empirer nos rapports avec les patients. À l'heure actuelle, on est bombardé et on est déjà condamné avant de partir. Moi, je me rappelle qu'on nous a dit, à un moment donné, que les gens qui avaient violenté Daniel étaient en dépression. Mais ils étaient en dépression parce qu'ils avaient été pris sur le fait. Il y avait des enregistrements et tout ça. Tu vas te faire masser, bébé. Imaginez comment la victime se sent lorsque ceux qui commettent ce crime se sont déprimés eux-mêmes. Là. Comme si on nous disait, il faut se laisser violer, il faut se laisser violenter, parce que la personne qui le fait va mal se sentir si tu le dénonces. De son côté, l'organisme Handicap Vie Dignité déplore que la solidarité syndicale passe avant tout. Il y en a beaucoup qui font bien leur travail, qui le font avec cœur et avec conscience aussi. Voient ça, puis se sentent honteux de dire qu'ils sont préposés. Mais ce qu'il ne faudrait pas que ces gens-là oublient, c'est que en gardant silence, en ne créant pas une sorte de solidarité professionnelle qui va dénoncer les mauvais travaillants et ceux qui le font sans conscience, il cautionne jusqu'à un certain point ces mauvais traitements-là. Saint-Charles-Borromée, c'est un cas particulier où c'est un syndicat extrêmement militant qui fait partie d'une fédération extrêmement militante, qui fait partie elle-même de la centrale la plus militante, mais où, à un moment donné, on a perdu de vue qu'est-ce qui s'est passé. On a perdu de vue que, fondamentalement, la première règle, c'est le respect. On va aller manger. Mettons un préposé qui lui déciderait que c'est injuste, subirait les pressions de ses pairs. Parce qu'il faut tout le monde être égal. Alors, si on l'accuserait de vouloir se tailler une place spéciale, c'est pas accepté. Tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. Bon, mettons qu'il dénonce et il serait probablement victime aussi de représailles. La loi du silence ne concerne pas uniquement les préposés et les patients. Ainsi, dans la foulée de l'histoire de Daniel, une bénévole bien intentionnée a été remerciée. Cette bénévole-là a vu les vêtements de la patiente dont on a publié les enregistrements, a vu donc ces vêtements coupés en lambeaux avec des ciseaux, manifestement par un employé. Et la bénévole a été témoin et décide, non, moi je me tairai pas, cette bénévole-là, on la congédie, alors que ça faisait des années qu'elle était à Saint-Charles-Borromée. Et quand on va voir la direction et que la directrice adjointe me dit « Elle est au courant de ça, elle », ça veut dire autrement dit, il y a plein d'incidents que la direction connaissait, mais veut absolument taire, veut absolument pas que ça sorte de là, c'est extrêmement malsain. Même si les résidents sont officiellement encouragés à se plaindre s'ils se sentent maltraités, pratiquement personne ne le fait à cause de la peur des représailles. Tu sais, quand ils disent « Mais oui, mais là, il y a le système de plainte, mais vous me faites rire. Ils peuvent pas parler. Quelle plainte veux-tu qu'ils déposent? » Tu sais, puis encore, ceux qui dépendent d'un tiers pour tous leurs besoins, comment? Mets-toi là 2 secondes à leur place. Tu as besoin de quelqu'un pour tous tes besoins. Tu vas-tu faire une plainte contre le préposé qui te garoche ça là, à la cuillère? Parce que là, le gavage, avant, c'était plus le gavage. Là, on a fait tellement de pression qu'il y en a beaucoup moins. Mais là, qu'il te donne la cuillère, puis qu'il te donne la cuillère, puis à répétition, puis à répétition. Au bout de 6 minutes, tu as fini de manger. Tu vas-tu faire une plainte contre lui ou contre elle? La prochaine fois, c'est quoi qui va t'arriver? Ceux qui se plaignent risquent également d'être victimes de harcèlement psychologique. Le personnel va changer d'étude, va devenir bête avec la personne, va prendre plus de temps pour répondre. Lorsqu'on donne des soins physiques, on va être un peu moins délicat. Plein de choses subtiles.
Laquelle tu veux, dépêche-toi, je vais dire. C'est celle du meilleur point. Oh, écoutez, ils vont être traités justement, ils ne seront pas soumis à des représailles. Voyons. Tu sais, nous autres, là, quand arrive 4 heures, même les personnes, même nous autres qui les défendons le plus possible, on part, on s'en va chez nous. C'est qui reste là après 4 heures, là? Hein? C'est eux autres qui restent là. Puis c'est qui vont qui vont requérir les services de ces personnes-là pour un changement de couche, pour une collation, pour se faire mettre au lit, pour tout. C'est eux autres. Alors, le système de plainte en soi, on oublie ça, là. Ils ont dit à plusieurs, vous savez, si lui dénonce les mauvaises choses qui se passent ici, vous allez vous retrouver dans la rue. Le gouvernement va fermer l'institution. Et les gens ont très peur, hein, parce que souvent, ils ont été rejetés par leur famille. C'est une situation très, très difficile. Le 9 décembre 2003, le rapport d'enquête commandé par le ministre de la Santé, Philippe Couillard, est déposé. À ce stade-ci de l'enquête, nous affirmons qu'il y a plusieurs faits isolés qui démontrent que les usagers subissent des abus physiques et psychologiques de la part de certains membres du personnel. Selon l'enquête, une des raisons pour lesquelles les abus sont demeurés cachés, c'est que Léon Lafleur avait décidé de ne plus rapporter les incidents à son conseil d'administration, de peur que ces informations ne soient rendues publiques. À la lumière des constats et recommandations de l'enquête menée à la résidence Saint-Charles-Borromée et conformément à la loi, j'annonce donc que j'assumerai l'administration provisoire du CHSLD Centre-Ville de Montréal pour une période de 120 jours à compter d'aujourd'hui. Non seulement le ministre de la Santé, Philippe Couillard, annonce la mise en tutelle du centre hospitalier Saint-Charles-Borromée, mais il demande également le congédiement de la direction et la dissolution du conseil d'administration. Plusieurs jours plus tard, le porte-parole, Silvio Robinson, le porte-parole du syndicat, était là. D'ailleurs, une personne qui a une plutôt bonne réputation, M. Robinson, même comme employé aussi, et bonne réputation de militant syndical, puis qui défendait assez bien son point de vue, mais il s'excusait toujours pas. Puis moi, j'étais avec plusieurs journalistes, puis je dis, mais est-ce que vous allez vous excuser? Vous allez vous finir par présenter des excuses, c'est la moindre des choses. Et finalement, M. Robinson a présenté des excuses. À partir d'aujourd'hui, on s'en va vers l'avant. On va essayer d'améliorer notre centre, d'améliorer les services. Et moi, j'ai toujours prétendu qu'il n'était pas si mauvais que ça, les services, puis la majorité des gens travaillaient avec humanité et conscience. Mais c'est clair qu'il y a encore du chemin à faire. On va travailler dans ce sens-là. Alors que le centre hospitalier est toujours sous tutelle, 2 autres rapports sont déposés au gouvernement. Ils révèlent que de nombreuses failles existent toujours au sein de l'établissement et recommandent une prolongation de la tutelle. Or, en juillet 2004, le ministre de la Santé décide malgré tout d'y mettre fin. Nous, on disait qu'avec la tutelle, ça permettait peut-être de rebâtir à zéro cette boîte-là, parce que c'est une boîte qui était entièrement déstructurée, qui n'avait pas de structure interne fonctionnelle, là. Et malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que, de mesure où on a fusionné Saint-Charles avec d'autres établissements, on a levé la tutelle en cours de route, sans que tous les changements qui devaient y être apportés soient apportés. La médiatisation de l'histoire de Daniel a également permis de mettre en lumière un problème beaucoup plus répandu dans le réseau de santé du Québec. On a pu déterminer ou faire déterminer que Saint-Charles n'était pas seul, alors qu'il y a des multiples autres CHSLD où il y a plein d'abus et de négligences qui se passent en termes de besoins essentiels et primaires. Un des problèmes qu'on remarque avec tout ce qui se passe actuellement, c'est le problème du silence, la loi du silence, qui est dans l'établissement, d'abord, entre les différents établissements du réseau, entre les différents étages du réseau également, qui fait que les gens sont peu informés ou hésitent à informer et à accepter la situation lorsqu'elle se présente. C'est important qu'on signale les situations qui ne fonctionnent pas. C'est important qu'on dénonce ce qui ne va pas, qu'on soit peu importe le statut qu'on a. Parce qu'on risque tous de finir là un jour. Il n'y a pas personne qui sait le jour qu'il va être là. Ma soeur avait 18 ans, puis personne ne sait. Ça peut arriver une fraction de seconde, puis c'est toi qui peux être là. Fait que tu traites les gens comme toi t'aimerais être traité. En novembre 2005, le centre a accepté de verser une compensation financière d'environ 40 000 $ à Daniel, une somme qui inclut une contribution volontaire de la part des 2 préposés qui l'ont terrorisé.
Depuis 1998, Maître Jean-Pierre Ménard pilote toujours un recours collectif contre le centre hospitalier Saint-Charles-Borromée. On sait que 90% des gens en institution sont abandonnés par leurs enfants, par leur famille. Ils sont abandonnés. Moi, je dis toujours que la journée où nous, on verra la valeur des gens qu'on est obligé de mettre en institution, puis qu'on démontrera qu'on tient à ces gens-là, la situation va se redresser. Elle va se redresser d'elle-même.